15 000 manifestants. Vous retenez quoi, vous, de cette mobilisation? Je retiens énormément de violence. Je retiens beaucoup de haine exprimée. La réalité, c'est que sous couvert d'antiracisme, il y a eu un déferlement de haine à l'égard des policiers, à l'égard donc de la nation, parce que la nation, les policiers sont les représentants en réalité de la République. Quand on lance «Suicidez-vous» à des policiers, qu'on crie «Tout le monde déteste la police», nonobstant les injures antisémites qui ont été entendues, proférées par certains, on voit bien que tout cela n'est ni paix ni amour, hein, mais au contraire est vindicatif, agressif et violent. Alors il y avait, selon nos équipes qui étaient sur place, 2 manifestations quasiment sur la place de la République en fin d'après-midi quand ça a dégénéré. Il y avait la manifestation à l'appel de la famille d'Adama Traoré et puis un groupe qui est parti pour être dans l'affrontement avec les forces de l'ordre. Est-ce que vous faites la part des choses ou pour vous non, non, parce que je pense que, si vous voulez, on est là à l'aboutissement d'un long processus en réalité. Il ne faut pas croire que ce racialisme, ce séparatisme est né à l'occasion du meurtre de George Floyd. C'est pas vrai. Ça fait des mois et des mois que l'on voit ces racialistes, main dans la main bien souvent avec les islamistes d'ailleurs, qui étaient présents à cette manifestation et qui cherchent en réalité à créer la division dans notre pays, le conflit entre les races, parce que c'est ça leur objectif, et en réalité porte les germes d'une forme de guerre civile. Souvenez-vous, Nick Conrad, est-ce que vous vous souvenez Nick Conrad, les propos de son rap, de sa chanson, souvenez-vous tout de même, hein, moi je les ai revérifiés avant de venir. Je rentre dans les crèches, je tue les bébés blancs, pendez leurs parents, fouettez-les fort, faites-le franchement, que ça pue la mort et que ça pisse le sang. Vous savez à combien a été condamné M. Nick Conrad pour avoir tenu des propos tels que cela? 5 000 € avec sursis. Alors, c'est vrai que l'on se dit qu'il y a une forme de complaisance à l'égard de tout cela depuis des années et qui, évidemment, laisse penser à ceux qui cherchent à imposer cette vision racialiste qu'ils ont une chance d'arriver à leur fin. Marine Le Pen, ce rappeur, n'était pas dans la rue, il n'a pas pris la parole hier, mais pourtant, pour vous, c'est la même chose. Oui, c'est du racialisme, c'est un racisme en réalité, hein. Le racialisme est un racisme, c'est profondément anti-républicain. C'est tout à fait contraire à notre Constitution. La France, justement, est une et indivisible. Elle rejette le racialisme, elle rejette le communautarisme. Elle l'indique même en toutes lettres, même si ça ne semble pas être assez clair et qu'il faudrait peut-être, je l'avais proposé d'ailleurs, que ce soit inscrit en toutes lettres que la France, la République refuse le communautarisme. Mais profondément, philosophiquement, la France rejette tout cela. Et la question, c'est où est-ce qu'ils veulent nous mener cela? Ils veulent nous emmener où? Qu'est-ce qu'ils souhaitent en réalité? De guerre civile, Marine Le Pen, de guerre civile. Mais vous n'avez pas vu la manière dont ont dégénéré le mouvement sous l'impulsion de l'extrême gauche aux États-Unis? Vous ne croyez pas qu'on a assisté à des scènes de guerre civile quand on voit du mobilier public brûlé, quand on voit des statues qui représentent l'histoire d'un pays déboulonnées, lorsqu'on a vu des lynchages d'Américains en raison de leur couleur de peau? Donc moi, si vous voulez, ce que je viens dire, c'est que l'unité de notre pays est un trésor précieux et que donc il faut le conserver, il faut défendre, et la conserver, il faut défendre cette unité à tout prix et qu'à chaque fois qu'on fait preuve de faiblesse ou de complaisance quand il s'agit de l'unité du pays, eh bien en réalité, on pousse à ce type d'agissement. Vous dites qu'il ne faut pas importer ce qui s'est passé autour de George Floyd en France, mais n'êtes-vous pas en train d'importer ce que vous voyez aux États-Unis en France? Mais écoutez, moi, je ne cesse d'entendre, encore une fois, des gens tenir des propos qui sont juste inadmissibles. Enfin, quand on voit quand même des militants d'extrême gauche, encore une fois, vous me direz, l'extrême gauche pourrit absolument tout ce qu'elle touche. Il faut quand même être honnête. Ils ont
pourri le beau mouvement des Gilets jaunes en y important une violence qui est endémique, puisque ces milices d'extrême gauche qui auraient dû être dissoutes depuis bien longtemps importent la violence dans toutes les manifestations auxquelles ils participent. Mais enfin, il faut quand même voir et entendre ce qui est dit. Et la faiblesse du gouvernement, la faiblesse inouïe d'Emmanuel Macron face à ces faits est inquiétante, parce que quand un gouvernement est faible, quand un gouvernement a peur, c'est le peuple qui est en danger. Et moi, je vais vous dire, quand j'ai vu ça, j'ai pensé aux commerçants. Vous savez, aux restaurateurs à qui on a pour l'instant interdit en raison de la crise sanitaire de recevoir des clients autrement que sur les terrasses, ce qui dans la dernière semaine n'a pas été très simple compte tenu du temps qu'il a fait. Quand ils ont vu cela, quand ils ont vu cette violation évidente des règles qui sont imposées à tout le monde, vous ne croyez pas qu'ils ont eu le sentiment qu'il y avait 2 poids 2 mesures? Le Conseil d'État a acté l'autorisation des rassemblements hier soir. C'est pas vraiment ce qu'a dit. Personnes. C'est pas vraiment ce qu'a dit le Conseil d'État. Autorise les manifestations. Oui, enfin non, il interdit l'interdiction, en réalité il condamne l'interdiction globale d'une manifestation sans qu'il y ait la possibilité pour les manifestants de s'organiser afin de respecter les règles sanitaires. Enfin là, on voit bien qu'il n'y avait évidemment aucune règle sanitaire qui était respectée. Vous ne voyez rien d'autre que du communautarisme. Il n'y a pas des revendications qui peuvent trouver un peu grâce sur l'égalité, par exemple, qui s'expriment? Pardon, mais excusez-moi. Ces gens, sous l'impulsion de Assa Traoré et du comité Traoré et de ceux qui les financent, dont on aimerait bien savoir d'ailleurs qui ils sont. Voilà, juste pour information, parce qu'après tout, nous sommes dans un grand moment de transparence. Ce serait bien de savoir qui finance ce mouvement. Ils ont été obligés d'aller chercher, pour créer ces incidents, une affaire vieille de 4 ans, sur lequel, me semble-t-il, plusieurs expertises judiciaires ont déjà été rendues. C'est donc bien que le racisme dont ils accusent la police, dont ils disent que ce racisme serait systémique, ne doit pas être si systémique que cela. Bon, il ne l'est d'ailleurs pas, nous le savons, puisque en 2019, sur 1500 plaintes, 40 concernaient des faits de racisme, dans une institution qui est la plus surveillée de France. 40 sur 1500 plaintes, sur donc des millions d'interventions, peut-être même des dizaines de millions d'interventions de la police dans notre pays. Donc, je pense objectivement que tout cela est créé de toutes pièces. On va reparler de la police dans un instant. Je reste sur ces questions de communautarisme. Marion Maréchal, vous dites dans une vidéo qui a été publiée sur Internet que la République, c'est l'individualisation des rapports. Est-ce que selon vous, Marion Maréchal, via ces déclarations, a participé, là je prends une de vos expressions, à assigner chacun à résidence? Vous allez plus loin, à rentrer dans un face-à-face communautaire, un contresens politique, une faute morale? Non, je pense que Marion est directrice d'école. Bon, par conséquent, elle n'a pas la même responsabilité que lorsqu'on dirige un mouvement politique ou lorsqu'on se soumet à des élections avec l'ambition de diriger le pays. Je pense que, encore une fois, répondre ainsi est, à mon avis, tombée dans un piège. Je l'ai dit clairement. Le piège tendu, d'ailleurs, par les racialistes. Alors, elle dit elle-même, c'est une réaction épidermique. Cet appel est une réaction épidermique. On peut comprendre la réaction épidermique. Mais moi, je viens juste dire à l'ensemble des Français, ne tombez pas ni dans le piège des racialistes, ni dans le piège de l'américanisation, c'est-à-dire de la vision d'une société séparée en communauté. Car, encore une fois, en France, et c'est beau, c'est grand et c'est précieux, la seule communauté qui existe est la communauté nationale. On n'est pas un policier noir, on n'est pas un fonctionnaire blanc, on est un policier ou un fonctionnaire. Et c'est merveilleux et il faut absolument à tout prix que cela reste ainsi. Alors la manifestation d'hier a été émaillée de plusieurs événements, on va les appeler comme ça, notamment une banderole identitaire qui a été déployée par une dizaine de militants d'extrême droite de Génération Identitaire avec écrit « Justice pour les victimes du racisme anti-blanc ». Est-ce que vous condamnez? Je précise que Gilbert Collard, par exemple, dans un tweet, a dit « Bravo aux jeunes de Génération Identitaire qui ont le courage de dénoncer le racisme anti-blanc ». Qu'est-ce que je devrais condamner? La lutte contre le racisme? Le racisme anti-blanc, cette banderole, pour vous, elle a sa place et elle avait du sens? Si vous voulez, à partir du moment... C'est évidemment un acte de provocation de leur part.
et d'activisme politique. Mais à partir du moment où la manifestation vise à lutter contre le racisme, il faut lutter contre tous les racismes. Ça n'entretient pas l'idée d'assigner chacun à résidence mais encore une fois, moi je préfère lutter contre le racisme. Je ne souhaite pas que les militants anti-racisme, anti-blanc et les militants anti-racisme, anti-noir se fassent face. Moi, je pense que, encore une fois, il faut évidemment que le racisme soit condamné, quel qu'il soit, mais il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit oublié. Or, clairement, si vous voulez, on a le sentiment, et je l'ai dit à de multiples reprises, que les victimes du racisme anti-blanc qui existent, eh bien, sont balayées, sont traitées peut-être avec moins de considération, sûrement moins, d'ailleurs, avec moins de considération. Or, encore une fois, je pense qu'il faut sortir de cette vision communautaire, qu'il faut sortir de cette vision racialiste, qu'il faut évidemment condamner le racisme, comme le fait d'ailleurs notre Constitution, mais qu'il ne faut oublier aucune victime. Vous l'avez précisé tout à l'heure, il y a eu aussi ces propos antisémites qui ont été entendus dans le cortège, dans la manifestation. Sale juif, voilà ce qui a été entendu. La justice est saisie. Je précise qu'on ne sait pas qui assène ces propos et combien de personnes tiennent ces propos. Mais votre réaction pour bien comprendre. Oui, ma réaction, c'est immonde, voilà. C'est immonde et c'est pas la première fois. Enfin, je veux dire, on a vu quand même des manifestations d'islamistes dans lesquelles, de manière récurrente, des propos de ce type étaient tenus. Ils ont été poursuivis et ils ont été condamnés. Bon, mais il est sûr qu'il y a un certain nombre d'islamistes et un certain nombre de politiques qui, encore une fois, fréquentent ces islamistes, qui sont dans une démarche qui est la démarche d'un nouvel antisémitisme en France. Ce nouvel antisémitisme, il puise ses racines dans, encore une fois, cet islamisme. Nous l'avons dénoncé de la manière la plus claire qui soit. Il faut regarder les choses en face. Mais ça ne résume pas toute la manifestation. Non, mais pas plus quand c'est eux que quand c'est d'autres. On fait quoi? Une fois qu'on a fait les constats par rapport à hier, on a évoqué pas mal de sujets déjà, mais on fait quoi pour améliorer les choses? Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, a remis sur la table la question des statistiques ethniques. C'est ça, donc pour lutter contre le séparatisme, le communautarisme, eh bien, on va mettre en place, à l'américaine d'ailleurs, le calcul des gens en fonction de leur couleur. C'est ça ce que propose Sibeth Ndiaye. Ça n'est pas ma vision. Moi, j'ai une vision profondément républicaine. Vous me répondez, qu'est-ce qu'il faut faire? La Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution. La loi, toute la loi, rien que la loi. Moi, je ne veux pas de ces statistiques ethniques. Je sais d'ailleurs très bien qu'elles servent en réalité à préparer de la discrimination positive à l'américaine. Il faut que ceux qui nous écoutent sachent ce que c'est que la discrimination positive aux États-Unis. Ça veut dire que quand vous entrez à l'université, quand vous êtes blanc, vous avez 0 point au départ. Quand vous êtes asiatique, vous en avez moins 130 à peu près, parce que l'on considère que vous avez plus de chances de réussir que les autres. Et quand vous êtes noir, vous en avez au départ plus, alors je sais plus, 130 ou 200. C'est ça qu'on veut en France? Mais moi, je ne veux pas de cela en France, parce que je sais que cela, ça débouche sur la division, ça débouche sur le conflit, ça débouche sur la violence. Je ne veux pas ça. Je veux la paix dans mon pays, je veux la sérénité dans mon pays, je veux l'unité dans mon pays. Vous avez parlé de la Constitution, proposition d'un autre membre du gouvernement, Julien Denormandie, enlever le mot « race » de la Constitution. Oui, c'est bien objectivement une vision en marche. Donc supprimer le mot va supprimer le mal. On voit bien le ridicule de la situation. Il risque d'ailleurs de se retrouver confronté aux mêmes racialistes qui ont manifesté et qui vont lui dire qu'il s'agit là d'une manière d'empêcher la révélation de discrimination dont il ferait l'objet. Dans cette même vidéo sur Internet que vous avez diffusée, vous critiquez le silence assourdissant du président de la République sur ces sujets. Donc pour vous, il y a urgence, il doit s'exprimer. Enfin, le président de la République nous a fait un grand discours il y a quelques mois en nous disant qu'il allait lutter contre le séparatisme. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il y a beaucoup de mots chez Emmanuel Macron, parfois, pas toujours d'ailleurs, parce que là on ne l'a pas entendu pour l'instant, jusqu'à tout à l'heure. Il y a beaucoup de mots, mais quels sont les actes?
Qu'est-ce qu'il a fait pour lutter contre le séparatisme? Qu'est-ce qu'il a fait contre Nick Conrad quand le parquet, qui est dépendant du ministre de la Justice, demande une peine de 5 000 € avec sursis quand un homme tient des propos de provocation à la barbarie? Ils ne font rien. Et en réalité, ils ne font rien et ils ne feront rien. Parce que vous voyez bien que ce gouvernement a peur. Si, ce qu'ils font, c'est qu'à force de reculer, ils piétinent la Constitution. Vous voyez, parce qu'ils ne regardent pas ce qu'il y a derrière eux. Et donc, ils sont en train de piétiner notre Constitution. En l'espace de quelques jours, Madame Belloubet est allée intervenir dans une affaire spécifique, ce qui est interdit par la Constitution, à la demande de M. Macron. Ça s'appelle la séparation des pouvoirs. Elle n'a pas le droit de le faire. Un juge d'instruction est saisi de ce dossier. Elle est allée dire « Chaque Français a quelque part en lui un risque de racisme ». Mais vous vous rendez compte? Un ministre de la Justice qui ose dire une chose pareille? Mais c'est une véritable honte. Elle aurait dû démissionner dans la minute. Bon. Monsieur Castaner, violant là encore la séparation d'ailleurs des pouvoirs, dit bah écoutez, il y a des gens là qui vont violer la loi, issue des règles sanitaires. Eh bien, il n'y a pas de poursuites qui seront engagées. Donc pendant des semaines, des Français qui allaient faire leurs courses et qui avaient oublié leur attestation, eh bien, se sont vus délivrer une amende de 135 €. Et là, des milliers de gens qui violait évidemment les règles en vigueur. Il a invoqué l'émotion du moment. À l'émotion du moment. Mais vous savez, ce qui fait la civilisation précisément, c'est quand l'émotion fait place à la raison. Et que toute l'histoire de notre pays a consisté justement à s'écarter de l'émotion pour pouvoir réfléchir à un état de droit, à des lois qui s'appliquent quelle que soit l'émotion parce qu'elles sont représentantes de la raison. Alors, il viole la présomption d'innocence des policiers en indiquant que dès qu'il y a un soupçon avéré de racisme, il a reconnu devant les syndicalistes que c'était une erreur. Ah, devant les syndicalistes. Mais il aurait dû s'exprimer publiquement parce que c'était très grave. Parce qu'encore une fois, c'était une violation très grave de l'état de droit. Vous vous rendez compte, tout ça en l'espace de quelques jours. Et il y a encore des Français qui pensent que ces gens sont sérieux, que ce gouvernement est capable de les protéger en cas de crise, en cas de bouleversement dans la société. Moi, je suis intimement convaincue qu'il participe du problème. Je reviens un instant au président de la République. On lit dans plusieurs articles qu'il exprime en ce moment, effectivement pas publiquement, qu'il répète deux choses, qu'il ne veut pas importer le modèle communautariste, lui non plus, le modèle américain sur notre sol, et qu'il ne veut pas laisser les thèses racialistes s'installer dans le pays. Mais encore une fois, il dit cela. Et la porte-parole du gouvernement, elle est la porte-parole du gouvernement, Madame Sibeth Ndiaye. La porte-parole du gouvernement vient dire qu'ils veulent mettre en place les statistiques ethniques. Mais on est en pleine américanisation de la société. Donc tout est contradictoire. Si vous voulez, c'est... Et moi, je finis par demander aux Français, mais est-ce que vous savez, vous, parce que moi je ne le sais pas, où ces gens nous emmènent ? Quelle France ils veulent? C'est quoi leur horizon? Quelle est leur société idéale, si je puis me permettre? Parce que moi, ce que je vois arriver est un véritable cauchemar. Et je vous le dis avec beaucoup de solennité, je suis très inquiète de cette situation, très inquiète de ces dérives, très inquiète de la complaisance avec laquelle le gouvernement et le président de la République laissent se dérouler ce genre de choses sur notre sol. On verra comment les choses vont se verbaliser, être verbalisées peut-être au plus haut niveau de l'État. Si on pouvait faire autre chose que verbaliser à un moment donné et agir, je pense que ce serait bien. Bon, il y a les actions, puis il y a quand même des symboles en ce moment, le déboulonnage des statues, bien sûr. Accusés de vouloir imposer Marine Le Pen leur vision de l'histoire, de la réécrire, ceux qui veulent renverser ces symboles et ces statues estiment qu'on leur impose à eux une vision de l'histoire. Ils se sentent entourés de symboles qui les insultent. Est-ce que vous comprenez quelque part, en partie, cette émotion devant ce qui représente pour eux une oppression ? Mais, enfin, écoutez, nous avons une histoire de France glorieuse. Nous avons, comme tous les grands peuples, des moments plus ou moins glorieux de notre histoire. Mais l'idée de vouloir supprimer des livres d'histoire un certain nombre de grands personnages, mais excusez-moi, mais c'est soviétique, quoi. C'est les bolcheviks qui faisaient ça. C'est un totalitarisme que de faire cela. Vous voyez, donc, on voit qu'il y a là une revendication
qui est une revendication qui est violente à l'égard du peuple auquel elle s'exprime, auprès de qui elle s'exprime. Donc il n'est pas question de déboulonner les statuts. Il n'est pas question de réécrire l'histoire. De renommer. Je veux dire, moi, il y a peut-être des gens, il y a peut-être des statuts devant lesquels je passe, j'apprécie pas particulièrement le personnage. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert dans l'histoire de France de tel ou tel moment de cette histoire. Est-ce que pour cela, ils exigent qu'on déboulonne les statuts? Donc, quand Jean-Marc Ayrault propose de renommer, de rebaptiser la salle Colbert à l'Assemblée, de réfléchir sur des statuts, des noms de rues qui font référence à des personnalités impliquées dans la politique colonialiste de la France? Eh bien, pour moi, c'est non. Voilà. J'en reviens à la police, aux accusations de racisme au sein de la police. Un sondage est paru cette semaine qui montre que très largement, les Français font confiance en la police. À plus de 70%, les 3/4 des Français ont une bonne opinion de leur police. Mais les 2/3 des Français pensent que les personnes de couleur ou d'origine étrangère sont victimes de discrimination ou de racisme de la part des policiers. Seriez-vous d'accord avec cette phrase de Maître Dupond-Moretti cette semaine qui dit dire que tous les policiers sont racistes est une hérésie, nier que ça existe, c'est une hérésie aussi. Mais personne n'a nié qu'il pouvait y avoir des défaillances personnelles, qu'il pouvait même exister des bavures, qu'il pouvait y avoir des policiers qui se tiennent mal. Mais même pas les policiers. L'ensemble des policiers disent, bien sûr qu'il peut y avoir des défaillances personnelles. Il y en a probablement plutôt moins là qu'ailleurs, d'ailleurs. Mais chacun, évidemment, conçoit qu'il puisse y avoir des sanctions qui soient prises lorsque des faits avérés, et pas des soupçons avérés, lorsque des faits avérés de racisme existent dans la police. Mais c'est le cas. Mais par exemple, la mesure de suspension à titre conservatoire, vous êtes d'accord pour la mettre en place? Mais pas quand il y a un soupçon. Enfin, écoutez, mais dans quelle république vivons-nous? La question du soupçon a été, rectifiée depuis cette expression. Mais d'accord, mais quand il y a des faits, quand il y a encore une fois des faits avérés, c'est une procédure parfaitement classique. Si M. Castaner s'est cru autorisé par le président de la République à parler de soupçons avérés en cas de suspension, c'est donc bien qu'il évoquait quelque chose de nouveau par rapport à ce qui a toujours existé. Vous comprenez? C'est là où on voit qu'il y a de surcroît beaucoup d'hypocrisie et beaucoup de mauvaise foi de leur part. Mais donc, mis à part des comportements individuels sanctionnables, condamnables, et que, encore une fois, les policiers réclament qu'elles soient bien sûr condamnées. Au-delà de ça, il y a des dysfonctionnements et une crise terrible dans la police nationale. Et rien n'a véritablement été fait pour y répondre. Vous avez représenté cette semaine votre plan nous pour présentons, la police, parce que vous estimez qu'il nous présentons un plan moyens. de confiance républicaine pour la police, parce que nous disons qu'il y a un dysfonctionnement dans la police qui est lié en réalité au manque de cette police en matière de matériel, en matière de soutien moral, en matière de formation, en matière de politique sociale, parce que vous n'imaginez pas la manière dont socialement vivent nombre de policiers et leurs familles. Voilà des gens qui s'engagent pour la défense de la République, pour la défense de la nation, qui dans certains nombres d'endroits, se font insulter tous les jours, se font menacer, leurs familles sont menacées, ils font l'objet d'agressions et on les envoie au combat avec un armement qui n'est pas suffisant, qui n'est pas adéquat. Ils travaillent dans des locaux qui bien souvent sont totalement en situation de délabrement. Ils ont des véhicules qui ne sont pas adaptés, ils ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés en ce sens que la formation continue qu'ils devraient avoir, bien souvent, ils n'arrivent même pas à y accéder. Alors, il y a ce que vous dites, il y a aussi ce sondage qui montre que malgré cette confiance des Français dans leur police, ils ont malgré tout, à 2/3 des Français pensent qu'il y a discrimination. Est-ce que la solution, c'est pas la justice, c'est pas l'équilibre, c'est-à-dire une voie entre, effectivement, on améliore les conditions de vie, de travail, on revalorise les missions des policiers, mais de l'autre côté, on essaye de montrer plus de transparence sur leur travail, sur leur mission. Là, on vient d'annoncer, par exemple, les vidéos caméras piétons. Mais bien sûr, mais
ça fait partie du plan confiance pour la police. Moi, je suis pour les caméras type GoPro, pour les policiers et dans les voitures. Mais pourquoi aussi? Parce que ça va permettre aussi aux policiers de montrer aux Français comment ils travaillent, comment ils sont traités et comme il est terriblement difficile d'être policier dans certains quartiers. Donc moi, je suis pour cela. Et vous avez raison, il faut qu'il y ait une protection, il faut aussi qu'il y ait des moyens qui leur sont accordés. Moi, je propose qu'il y ait 3% des logements sociaux qui soient réservés aux policiers. Parce que les policiers ont un vrai problème de logement, soit d'éloignement, soit de capacité à se loger. Donc tout cela doit être évidemment envisagé. Je suis pour le tutorat. Je pense qu'il faut que des anciens policiers, ceux de la réserve, puissent prendre un jeune policier avec eux pour le soutenir, pour parler avec lui, pour voir s'il est fait pour le métier, mais aussi pour tenir compte, encore une fois, de la violence qu'ils vivent. Parce qu'on n'en parle jamais. Mais quand il y a des émeutes, quand il y a des faits comme on a pu voir hier avec cette policière jetée à terre et agressée, vous ne croyez pas qu'il y a un ressentiment psychologique très lourd? Dernière question sur ce sujet. L'indépendance de l'IGPN, ça ne pourrait pas aider? Je pense qu'on peut réfléchir. Je veux dire, je pense qu'on peut parfaitement réfléchir à une modification du fonctionnement de l'IGPN, y compris dans le recrutement de ceux qui participent de l'IGPN. Je pense qu'on peut parler de tout cela et je ne crois pas que les policiers soient opposés à cela. Voilà. Mais comprenons bien que la police défend la République et que si la police va mal, si la police est en souffrance, et c'est le cas depuis des années, alors c'est la République qui est en danger. Allez, on en vient au volet plus économique de la situation. Est-ce qu'il faut accélérer, on va poser les choses simplement pour commencer, le déconfinement? Est-ce qu'il faut avancer le rendez-vous du 22 juin parce que l'urgence économique finit désormais par l'emporter sur l'urgence sanitaire? J'ai du mal à vous répondre pour une raison très simple. C'est qu'en réalité, nous n'avons aucun élément de la part du gouvernement sur la situation. Il semble que l'Île-de-France soit sur le point de passer en zone verte. Il semble que le virus ait beaucoup reculé. Mais si le virus a beaucoup reculé, évidemment, il faut reprendre une activité économique avec un certain nombre de mesures de distanciation. Mais il faut permettre, encore une fois, aux entrepreneurs, aux restaurateurs, on pense à eux parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de restaurants qui sont en situation de fragilité. On a trop tardé à les rouvrir, les restaurants? Non, mais c'est pas qu'on a trop tardé. C'est que soit la loi est la même pour tout le monde, soit elle n'est pas la même pour tout le monde. À partir du moment où on laisse des manifestations de 10 000 personnes se réunir à touche-touche, oui, alors il faut les rouvrir. On a trop confiné, Marine Le Pen, trop longuement, trop durement, avec trop de conséquences sur l'économie ou pas? Mais on n'avait pas le choix parce qu'on a commis des erreurs majeures. Si nous avions, comme l'ont fait un certain nombre d'autres pays, mis en place ce que l'OMS avait réclamé, isoler, tester, isoler, traiter, eh bien, nous n'aurions pas été obligés de confiner aussi durement et aussi longtemps. La réalité, c'est que nous avons raté cette période d'endiguement de l'épidémie parce que nous n'avions rien prévu, parce qu'il n'y avait pas de masque, parce qu'il n'y avait pas de test, parce qu'il n'y a eu aucune anticipation de ce qui se passait, parce qu'on a laissé les frontières ouvertes, j'en passe et des meilleurs. Donc il est arrivé un moment où le virus circulait tant que la seule solution, qui est un échec, la seule solution, c'était le confinement intégral. Et évidemment, les conséquences économiques sont des conséquences extrêmement lourdes. C'est le gouvernement qui est responsable de la casse économique plus que la crise sanitaire elle-même? Je viens dire que ce sont les erreurs successives du gouvernement qui ont entraîné l'obligation d'un confinement strict et long qui fait de la France un des pays qui probablement aura le plus de mal à sortir de la crise économique, qui est aujourd'hui, en tout cas selon les chiffres, le plus durement touché. On va avancer sur les solutions, mais je prends 2-3 points concrets qui parlent à tout le monde. Par exemple, la question des écoles, la question se pose de savoir s'il faut alléger les contraintes. Vous étiez pour une fermeture jusqu'au mois de septembre. Vous revenez là-dessus, vous dites que finalement... Non, je ne reviens pas là-dessus parce que je pense que c'est une mesure de sécurité. Et surtout, je vois que nous sommes en juin. Donc l'école termine fin juin. Donc la question, c'est de peser le bénéfice et le risque. Et il me semble, compte tenu du peu d'enfants en réalité qui sont accueillis dans les classes, parce qu'il y en a très peu, il ne faut pas se raconter d'histoire. On n'est pas du tout revenu à la normale. Je pense que compte tenu de ces circonstances, la sécurité justifiait
comme l'ont décidé un certain nombre d'autres pays, de ne réouvrir les classes qu'au mois de septembre. Autre exemple concret, les frontières. Vous avez été l'une des premières à demander la fermeture des frontières face au risque de pandémie et d'épidémie. Aujourd'hui, on rouvre les frontières, mais l'OMS nous dit que la situation s'aggrave dans le monde. En Amérique du Sud, du Nord, en Afrique, en Asie. Est-ce que vous estimez toujours que le risque extérieur est malgré tout trop important ? On ne rouvre pas les frontières, on ne les a jamais fermées. En fait, la réalité, elle est là. On n'a jamais fermé les frontières. Jamais. On a subi les fermetures des frontières de nos voisins. Ça, c'est une réalité. Mais on n'a pas fermé nos frontières. Il y a toujours des avions qui sont arrivés, etc. Et c'est bien dommageable, d'ailleurs, parce que la première des choses, quand on est face à une épidémie, c'est éviter, évidemment, sa circulation. Donc, je pense qu'envisager la réouverture totale des frontières, alors même, comme vous le dites, qu'il y a toute une série de régions dans le monde qui sont encore en phase d'ascension du virus, m'apparaît être un danger. Voilà, être un danger. Donc au 1er juillet, sur les frontières extérieures de Schengen, il faudrait les garder fermées. Je pense qu'il faut que la France décide elle-même, en fonction des éléments qu'elle a, avec quel pays elle rouvre ses frontières, avec quel pays elle ne les rouvre pas, et que de toute façon, il faudrait mettre en place un test. Pourquoi, plutôt que d'envisager la quarantaine de la part de toute personne qui vient en France, ce qui n'est pas facile pour un touriste, parce que si vous restez 14 jours et que votre séjour devait être de 7, c'est pas simple. Bon. Pourquoi ne pas demander à ce que dans les 72 heures qui précèdent l'arrivée sur le territoire, la personne ait fait un test pour savoir si elle est porteuse du Covid-19. Voilà quelque chose de très simple. Après tout, quand vous allez, j'ai eu l'occasion de le dire, mais quand vous allez dans des pays africains, on vous demande d'être vacciné contre la fièvre jaune. Eh bien, avant de partir, on se vaccine contre la fièvre jaune. Je reviens vraiment au chapitre économique de la situation. Donc là, on est dans la gestion de la crise. 460 milliards sur la table pour protéger entreprises et salariés. C'est 20% de la richesse nationale. Voilà ce qu'a rappelé le ministre de l'économie Bruno Le Maire. C'est insuffisant ce que fait le gouvernement, les sommes dépensées aujourd'hui pour maintenir l'emploi et les entreprises en France ? C'est-à-dire que, si vous voulez, ces sommes, il ne faut surtout pas il faut avoir une vision quand même un peu à moyen terme. L'immense majorité, on le sait, des entreprises risquent de tomber en faillite au mois de septembre. Bon. Par conséquent, moi, je pense que tout de suite, il faut déjà maintenir le dispositif amélioré de chômage partiel. Pour les entreprises qui sont les plus lourdement touchées, alors évidemment, on pense à la restauration, au spectacle, etc., mais aussi pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés, parce que ce sont elles qui sont évidemment le plus en danger. Je pense qu'il faut utiliser totalement le fonds de solidarité. Il y a, semble-t-il, sur les 7 milliards qui avaient été débloqués, il y a 3 milliards qui n'ont pas été utilisés. Eh bien, ces 3 milliards, il faut absolument qu'on les utilise pour les TPE de moins de 11 salariés. Parce que ce sont elles, encore une fois, qui en ont besoin et qui risquent de ne pas passer le mois de septembre. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas plus tard, parce que plus tard, ce sera trop tard. Il faut prolonger jusqu'à la fin de l'année le report des charges et il faut l'annulation des charges pour les très petites entreprises. Je veux dire, vous comprenez que moi, ma priorité, là, tout de suite, ce sont les TPE-PME, les artisans et les commerçants. Parce que je sais que ce sont eux qui créent l'emploi et que ce sont eux qui sont le plus fragilisés par cette crise et qui risquent, évidemment, d'entraîner des faillites en chaîne et une augmentation massive du chômage, ce que, bien sûr, personne ne souhaite. Et puis après, il faut un plan à moyen et à court terme, et puis après, il faut un plan à long terme. Et ça, nous rendrons, si je puis me permettre, notre copie en septembre. Votre plan de relance. Oui, oui, le gouvernement le rendra en septembre, nous aussi. Mais je pense que ce plan de relance, il doit s'axer principalement sur les secteurs non délocalisables. Alors, c'est quoi un secteur non délocalisable ? C'est la rénovation de l'hôtellerie, c'est le patrimoine privé, par exemple, c'est l'agriculture. L'agriculture doit faire évidemment l'objet d'un plan. Et puis, il faut que l'on regarde nos grandes entreprises stratégiques. Vous savez, aux États-Unis, ils ont déterminé 4 ou 5 secteurs stratégiques. Nous devons faire la même chose et nous devons protéger nos grandes entreprises. D'abord de raids étrangers, parce qu'une entreprise fragilisée risque d'être rachetée. Et pour l'instant, le gouvernement d'Emmanuel Macron n'a pas franchement empêché ce genre de rachat. Il l'a même incité à ce genre de rachat. Et donc, et puis, il faut qu'il y ait des contreparties quand même. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez les contreparties ?
Si vous voulez, s'il s'agit de prêter des milliards de l'argent des contribuables français à des gens qui nous expliquent qu'ils ne vont pas arrêter les délocalisations et qu'ils n'envisagent pas de relocaliser... Vous pensez à quelles entreprises précisément? C'est non. À quelles entreprises vous pensez actuellement? Je sais pas, je pense à Renault, par exemple. Renault demande, je crois, 5 milliards. Le gouvernement lui accorde 5 milliards de prêts. Et Renault nous explique qu'il va fermer 4 sites. Ça, c'est pas possible. Et vous feriez quoi pour la souveraineté? Écoutez, moi, j'ai entendu M. Roux de Bézieux. Non, mais je suis tombé de ma chaise une fois de plus. Mais enfin, vous me direz, de ces élites post-nationales, je n'attends plus rien. Mais enfin, j'ai quand même entendu M. Roux de Bézieux sur l'affaire de PSA. PSA Ordin fait appel à des travailleurs polonais plutôt que de faire appel à des intérimaires français, alors que nous sommes en situation de chômage de masse. PSA est revenu sur cette décision après demande du gouvernement. Non, enfin, pas totalement, pardon. Ils vont en prendre moins, ils vont prendre moins de Polonais, mais ils vont en prendre quand même. Et qu'est-ce que j'entends dans la bouche du président du MEDEF? Le président du MEDEF nous dit, vous comprenez, c'est un sujet de solidarité européenne. Je précise que ce sont des salariés de PSA polonais, mais bien des salariés de PSA. D'accord. Vous imaginez cela? Mais les intérimaires aussi, ils étaient des salariés de PSA. Vous imaginez cela? Le président du MEDEF, mais vous croyez qu'on va pouvoir compter sur eux, objectivement, pour faire du patriotisme économique, pour faire de la relocalisation? Mais Marine Le Pen, vous feriez quoi, vous, pour justement cette relocalisation? Avec un exemple très simple. Ça veut dire de faire accepter, par exemple, à un acheteur français, un consommateur français, d'acheter sa voiture ou ses produits plus chers potentiellement. C'est entendable, c'est faisable. Comment faire? D'abord ça, on en discutera, du plus cher. On en discutera parce que ce n'est pas obligatoirement vrai. Je rappelle que pendant des années, on nous a vendu cette théorie. On nous a dit on délocalise massivement en Chine, en Asie, parce que vous verrez, vous paierez moins cher. D'abord, ce n'était pas tout à fait vrai, parce que en réalité, le t-shirt, il arrivait à 30 centimes en France, mais il était quand même vendu 10 € dans la grande distribution. Et puis, il y a quelque chose qui n'y a pas sur le ticket d'achat du t-shirt, c'est le coût du chômage qui est la conséquence de ces délocalisations et que payent les Français tous les jours. Voyez, donc ça, c'est encore à discuter. Mais déjà, faut-il vouloir le faire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, en réalité, ils ne veulent pas faire de patriotisme économique. Le gouvernement, en demandant à PSA de prendre les intérimaires français, ne l'a-t-il pas fait? Le gouvernement a fait ce qu'il fallait? Non, pourquoi il le fait? Parce qu'il sait que ça va créer un scandale national s'il n'intervient pas sur ce sujet. Mais la réalité, c'est qu'ils ont poussé aux délocalisations. Ils ont toujours considéré, M. Macron a toujours considéré que les délocalisations, c'est la main invisible du marché, on ne peut rien faire. C'est comme ça, c'est le marché, c'est la mondialisation. Ce que le président de la République n'a pas compris, c'est que la mondialisation est une donnée, mais que la souveraineté est notre volonté. Or, il n'a pas, en réalité, cette volonté. Cette volonté de souveraineté, elle va à l'encontre de l'intégralité de son logiciel ultralibéral, libre-échangiste. Et je vais vous donner un exemple. Là. Vous voyez, on a demandé à beaucoup d'entreprises de faire des masques. Et ils ont fait un effort spectaculaire. Moi, je leur rends hommage parce que véritablement, ils sont le génie de la France et ils sont son sursaut, ils sont son énergie. Beaucoup d'entreprises se sont mis à fabriquer des masques en tissu. Eh bien, maintenant, ils se retrouvent avec des stocks de masques et avec un gouvernement qui leur dit « ben non » et des collectivités qui leur disent « ah ben non, nous, on a déjà commandé en Chine et au Vietnam ». Vous ne croyez pas qu'il y a un problème de fond? Vous ne croyez pas qu'ils n'ont rien compris, en réalité, de la crise qui s'est déroulée? On reste sur les entreprises. Vous avez certainement suivi, comme nous tous, l'émotion qu'a suscité ces accords de maintien de l'emploi. C'est-à-dire, dans le cadre d'un accord, encore une fois, on baisse les salaires en contrepartie de la garantie du maintien de l'emploi. Je ne crois pas vous avoir entendu précisément sur le sujet, mais vous estimez en effet que c'est une forme de maintien de cet emploi, et pourquoi pas après tout, et si on le fait temporairement, ça peut aider, ou visiblement... Moi, je vais vous dire, j'ai été très choquée des déclarations de Mme Pénicaud. Mme Pénicaud, elle a fait une déclaration où elle incite les entreprises
à passer des accords de performance collective qui sont effectivement des accords quand même assez problématiques, hein, on peut le dire, puisque l'entreprise n'a pas besoin de justifier qu'elle a des difficultés économiques, puisque l'accord n'est pas publié, à la différence des autres accords d'entreprise, parce qu'il n'y a pas de négociation possible, d'ailleurs dans les entreprises de moins de 20 salariés, parce que le salarié qui le refuse est licencié. Bon, c'est pas rien quand même. Donc, vous voyez bien que dans son esprit, c'est même pas une exception pour un grand groupe qui serait en difficulté. Non, dans son esprit, c'est un principe. Il faut faire baisser les salaires en France. Mais la faiblesse salariale est le problème structurel de la France. C'est un problème majeur de notre économie, la faiblesse des salaires. Pour maintenir ces entreprises et ces emplois à flot alors alors voilà, ça c'est la bonne question. Eh bien, il faut changer le modèle économique qu'on est en train de nous imposer. Non, ça ne prend pas du temps. Non, ça ne prend pas du temps. Faire du patriotisme économique, ça ne prend pas de temps. Faire des circuits courts, ça ne prend pas de temps. Considérer que lorsqu'on prête 5 milliards à Renault, à la limite, mieux vaut en acheter des parts supplémentaires puisque que de leur prêter de l'argent qu'on reverra je ne sais quand, ça prend pas du temps. Décider que, par exemple, la loi de programmation militaire, qui prévoit de manière cynique une augmentation très importante à partir de 2022, tiens, comme par hasard, voilà. Hein. Eh bien, on prend la globalité et ce qui était prévu entre 2022 et 2025, on va le mettre entre 2020 et 2023 pour investir dans le secteur de la défense, parce qu'on sait que quand on investit 1 euro dans le secteur de la défense, 10 ans après, on a 2 euros qui reviennent en création de richesse, parce qu'on a besoin de sauver aussi, notamment notre industrie de défense et notre industrie aéronautique. Donc, non, on peut faire des choses. Il faut arrêter de penser que tout est compliqué, que tout est difficile. Souvenez-vous, on nous disait quand on disait... Là, il y a l'urgence du moment. Oui. Là, il y a des syndicats qui signent ces accords parce que c'est maintenant qui veulent sauver l'emploi et le maintenir. Non, mais c'est pas les syndicats qui veulent. Vous croyez que les syndicats, ils le font Ah non, moi je crois rien du tout. Ouais. Mais il y a l'immédiateté du moment, ça c'est une certitude. Mais l'immédiateté du moment, toutes les mesures dont on a parlé tout à l'heure sont faites pour répondre à l'immédiateté du moment, me semble-t-il. Enfin, je veux dire, les prêts garantis par l'État qui ont été mis en place, les fonds de solidarité qui ont été mis en place. Donc, on voit bien que... Enfin, moi, si vous voulez, ce que je crains, c'est que la crise serve d'excuse, en réalité, pour mettre en place... Alors, vous me dites, c'est temporaire. Non, c'est pas temporaire, d'ailleurs, parce que ça peut être pour une durée indéterminée, ces accords de performance collective. Et puis, moi, je suis pragmatique, je regarde ce qui s'est fait. Vous vous souvenez de Smart ? Smart avait fait ça en Moselle. Les salariés avaient accepté de passer aux 39 heures, précisément parce que l'entreprise était en difficulté. 4 ans plus tard, ils ont été délocalisés en Chine. L'entreprise, l'usine Continentale à Clairoy, ils ont réduit leur salaire. Aujourd'hui, le site a été fermé. Et ça a été pareil pour Peugeot Cycle, et ça a été pareil pour Bosch. Donc, est-ce que c'est véritablement efficace ou est-ce que c'est un moyen pour se faire de la trésorerie pour l'entreprise? Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que quand les grands groupes vont passer un accord de performance collective pour sauver, à la limite, les emplois, je pense qu'il faut qu'il y ait des contreparties. C'est-à-dire pas de licenciement sur une certaine durée, ça me paraît être la moindre des choses. Une clause de retour à meilleure fortune, c'est-à-dire que les salaires reviendront à la normale quand la situation de l'entreprise ira mieux. Et puis peut-être un effort partagé avec les actionnaires et les dirigeants. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça tombe toujours sur les salariés à qui on demande des sacrifices et que les actionnaires, eux, ne voient jamais les conséquences de la crise. L'intéressement à la participation, comme le propose Gérald Darmanin pour aider les salariés à gagner en pouvoir d'achat, par exemple, ou Geoffroy Roux de Bézieux ce matin qui dit qu'en effet, il faut que se poser la question des dividendes ou des salaires des patrons pour nous aussi fournissent l'effort. Nous défendons cela depuis bien longtemps, la participation et l'intéressement. Enfin, c'est quand même pas une idée tout à fait nouvelle, c'est le moins qu'on puisse dire. On se pose la question de savoir pourquoi tous ceux qui ont été au gouvernement depuis 40 ans l'ont pas mis en place. Véritablement. Marine Le Pen, un mot pour parler de la réforme des retraites. Visiblement, le président réfléchit à la remettre sur l'établi. Pour reprendre l'expression, on a appris que le déficit, c'était 30 milliards pour le système de retraite, notamment en raison de la crise. Faut-il y retourner? On connaît votre opposition. Faut-il y retourner malgré tout quand vous voyez ce chiffre? En garder tout ou partie? Non, on ne peut pas en garder tout ou partie. Là, le en même temps, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, c'est soit le système de retraite par répartition tel que nous le connaissons, avec quelques amodiations qui sont possibles, parce qu'il y a peut-être des choses à la marge à améliorer, soit le système par points. Le système par points est profondément injuste et il est
dangereux pour l'avenir de nos compatriotes et pour leur retraite. Voilà. Donc il veut y revenir parce que cet homme n'avoue jamais avoir eu tort en réalité. Au fond de lui, il n'admet jamais avoir eu tort. Mais ce que l'exécutif met en avant aussi, ce sont d'autres mesures pour les familles monoparentales. Il y a eu les agriculteurs, ça s'est passé ça. On a discuté de ça pendant des mois et des mois. On a démontré de toutes les manières possibles que c'était, encore une fois, une régression sociale pour les femmes. C'était une régression pour les mères de famille. Que pour les agriculteurs, c'était déjà voté. Que donc il s'agissait de le mettre en place, la retraite minimale, et qu'il l'avait repoussé pour pouvoir l'intégrer. Bon, on a discuté de ça. Cette réforme est une mauvaise réforme, mais il est comme un enfant capricieux, le président de la République. Il veut à tout prix son jouet. Et il ne tient pas compte de l'avenir, de la souffrance et de l'inquiétude justifiée d'ailleurs sur ce sujet des Français. Parlons, si vous le voulez bien, de la gestion de la crise. Vous allez écrire un livre noir de la gestion de la crise. Oui, je suis en train de le corriger même. Et donc ce sera pour quand et avec quels propos d'ailleurs? Ce sera pour d'ici 15 jours très probablement. Sur le fond, ouais. Sur le fond, si vous voulez, il s'agit de savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné tout de même. Parce que si le Covid-19 revient, si nous avons une deuxième vague à l'automne, cet hiver, est-ce qu'on va vivre à nouveau la même chose? Et puis, est-ce que le fait d'être dépendant, par exemple, de la Chine, le fait d'avoir considéré la France comme une entreprise qu'on doit gérer à flux tendu et qui n'a aucune vision stratégique, de la sécurité de son propre peuple. Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on arrête? Moi, j'ai envie de dire aux Français, écoutez, là, on est vraiment à la croisée des chemins. Si vous ne faites rien, si vous ne dites rien, si vous ne prenez pas des décisions, alors nous retournerons dans le monde d'avant, avec tous ces dangers, toutes ces imperfections, toutes ces injustices et vous avez une possibilité extraordinaire de saisir le moment, vous voyez, saisir le moment. C'est un peu ce qu'a fait le général de Gaulle le 18 juin, il saisit le moment. Et il saisit le moment et le peuple le suit en réalité. Alors, vous parlez du général de Gaulle, faisons la parenthèse maintenant, c'était ma dernière question, ce sera ma question maintenant. D'accord. Vous faites référence dans un texte effectivement au général de Gaulle, vous dites en gros être dans sa lignée, Emmanuel Macron en serait l'antithèse et beaucoup le rappellent et le soulignent, votre parti s'est construit en grande partie dans la critique du général de Gaulle. Dans l'opposition au général de Gaulle, d'où vient cette rupture? Oui, enfin, c'est pas tout à fait vrai. Notre parti s'est construit sur le refus de l'abandon de l'Algérie française. Et ça reste évidemment une cicatrice qui est encore, d'ailleurs pour certains, à vif. Il faut respecter cela. Les harkis, qui se sont battus pour notre pays, qui étaient des patriotes extraordinaires et qui ont été objectivement abandonnés à leur sort, accueillis en France d'une manière scandaleuse, mis dans des camps. Bon. Les rapatriés, bien sûr, qui ont tout laissé. Bon, tout ça, c'est une vraie blessure. Mais au-delà de ça, il y a une vision gaullienne de la France, vous voyez. Et c'est à ça que j'adhère, moi. La vision gaullienne de la France. Et tout ce que le général de Gaulle a fait pour que notre pays soit souverain, soit indépendant, soit puissant, eh bien, les gouvernements successifs, et celui de Macron particulièrement, il faut bien le dire, est en train de le ruiner. Les retraites, le Conseil national de la résistance, c'est en train de disparaître. Notre puissance nucléaire est attaquée avec la complicité d'Emmanuel Macron, qui a vendu Alstom Énergie à General Electric, l'américain, et qui, de fait, nous met en situation de dépendance. Tout ce qui a fait notre puissance diplomatique, militaire, industrielle est en train d'être totalement détruit par Emmanuel Macron. C'est ce qui m'a fait dire que ça n'est plus la République en marche, c'est la République en miettes. Il ne restera plus rien, si je puis me permettre, après lui, si une résistance dans les esprits, j'appelle pas à rien du tout, dans les esprits, une résistance politique. Vous incarneriez, vous, cette résistance gaulienne face à Emmanuel Macron? Oui, écoutez, je pense que même les plus fins connaisseurs de Gaulle auront quand même du mal, à part la proportionnelle qui est toujours mise en avant, à trouver des différences fondamentales entre la vision que nous avons
de ce que doit être la politique, l'économie pour notre pays, et celle qu'avait mise en œuvre le général de Gaulle. En son temps, bien sûr, les temps ne sont pas exactement les mêmes, mais les grandes idées, croyez-moi, les grands principes, cette grande aspiration à la liberté est la même. Voilà pour le général de Gaulle, et visiblement vous donnez quelques signaux quand même en vue de 2022. Je reviens à la crise. Juste à la gestion de la crise, ouverture d'une enquête par le parquet de Paris cette semaine. Beaucoup estiment, des professionnels, mais pas seulement, que ce n'est pas aux magistrats de s'en mêler, que c'est une judiciarisation à outrance, que ça ne devrait pas être au pénal. Est-ce que vous le pensez, ou est-ce que vous estimez que c'est la bonne voie pour la reconnaissance des victimes ? Je pense d'abord que la première sanction doit être politique. Les Français comprennent bien que, et pour certains, s'ils ne l'ont pas compris, il faut qu'ils le comprennent, que quand ils votent, ça a des conséquences. Et même quand ils ne votent pas, ça a des conséquences. Que, somme toute, les choix de mettre à la tête du pays ceux qu'ils critiquent aujourd'hui, c'est leur choix. Voilà, c'est ça, la démocratie. Donc ça doit se régler dans les urnes. Non, alors je crois que d'abord, la sanction doit être politique. Mais comment pouvez-vous refuser à quelqu'un dont les parents sont morts en EHPAD, abandonnés, qu'ils n'ont pas pu voir, qui n'ont pas été soignés, qui n'ont pas été emmenés dans un service de soins en France au XXIe siècle, comment pouvez-vous les empêcher de déposer plainte? Ce qui est un peu inquiétant dans l'ouverture de cette enquête préliminaire, c'est qu'il s'agit d'une enquête préliminaire. Moi, je préférerais que des juges d'instruction soient saisis, voyez-vous, parce que le parquet, après tout, en ouvrant une enquête préliminaire, peut laisser traîner ça pendant quoi? 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, peut-être. Alors, quand il y a des faits aussi graves que cela, lorsqu'on parle de la vie de nos compatriotes, eh bien, ce sont des juges d'instruction qui doivent être immédiatement saisis, et c'est une information qui doit être ouverte, et non pas une enquête préliminaire dirigée par un parquetier aussi, comment dire, aussi haut soit-il, qui reçoit ses ordres, parce que c'est comme ça dans le système français, du ministre de la Justice. Vous estimez que cette enquête peut être instrumentalisée par le pouvoir ? Je pense que le pouvoir, s'il avait vraiment le souhait que la justice émerge, demanderait l'ouverture d'une information judiciaire et la nomination de juges d'instruction, plutôt que d'accepter cette enquête préliminaire qui, au passage, va commencer à bloquer toutes les enquêtes parlementaires qui sont sur le point de se mettre en route. Alors, est-ce que vous sous-entendez que c'est même utilisé pour torpiller ces enquêtes parlementaires, puisque d'autres le sous-entendent dans l'opposition? Je ne sais pas, je ne sous-entends rien. Je dis que c'est évidemment un risque, et qu'à partir du moment où il y a un risque, il faut faire autrement. Sur les commissions d'enquête parlementaire, on reste un instant sur le sujet. Vous en attendez quoi, vous? J'en attends la vérité, j'en attends de démontrer que le gouvernement a menti cyniquement tout au long de la première partie de cette crise pour cacher sa responsabilité, son incompétence, son incapacité à prendre les bonnes décisions au bon moment. Marine Le Pen ensuite, peut-être dans le courant de l'été, au-delà du livre noir sur la crise, est-ce que vous allez avancer sur votre programme en vue de 2022? Est-ce que vous allez avancer vos pions, je sais pas, un manifeste par exemple? Oui, d'abord il va y avoir, donc encore une fois, il va y avoir le plan de relance économique. Il va y avoir des plans qui seront des plans sectoriels, sur la santé, sur l'agriculture, alors qu'au moment où on parle de souveraineté et de patriotisme économique et de retour du localisme, eh bien, les mêmes étaient à Bruxelles en train de négocier un accord de libre-échange, une fois de plus, voté avec le Vietnam et négocié avec le Mexique. Ça continue, croyez pas, que les Français ne croient pas les paroles qui leur sont proférées, qu'ils ne croient pas les promesses. Ils continuent invariablement dans leur idéologie, qui est une idéologie dont ils ont pu voir les résultats lors de cette crise sanitaire. Donc, des propositions sectorielles, on a déjà fait le tourisme, on a fait les routiers, les entreprises de transport routier, et puis un grand manifeste. Un grand manifeste sur la France d'après.
puisque c'est la formule maintenant consacrée. Est-ce que la France d'après doit être, avec Emmanuel Macron, la France d'avant-empire ? Ou est-ce que véritablement, je veux dire, on reprend la maîtrise de notre destin, on reprend la maîtrise de la défense de nos intérêts, on opère un renouveau aussi de la classe politique, on exige le respect du bien commun et on s'appuie sur nos atouts, car nous avons des atouts extraordinaire. Nous avons des atouts fabuleux en France, de nos savoir-faire traditionnels d'abord, mais aussi de nos technologies. Ce sera un programme, ce sera votre programme? Oh, je ne sais pas si ce sera un programme, parce qu'un programme, c'est quelque chose d'un peu plus complexe. Mais ce seront en tout cas les grandes lignes que je veux soumettre aux Français pour leur demander s'ils sont d'accord avec cela, s'ils sont d'accord avec le retour d'un État stratège, d'un État protecteur, d'un État qui s'appuie aussi sur les forces vives privées. Parce que, encore une fois, ça n'est pas que l'État qui fait tout, qui s'appuie sur nos capacités, sur encore une fois, ce génie français. Voilà, ce génie français pour pouvoir rebondir vers des cieux qui sont des cieux plus sereins. Finalement, on a l'impression que vous n'avez plus prospère. On a l'impression que vous n'avez pas changé grand-chose à votre programme de 2017. Vous estimez qu'en fait, les faits vous donnent raison, le temps vous donne raison. Écoutez, c'est ça, en fait. Je crois qu'honnêtement, même nos adversaires ont admis quand même, puisque maintenant ils viennent utiliser les mêmes mots que nous, les mêmes idées que nous, même s'ils ne le feront pas. En fait, ils disent la même chose que nous pour nous empêcher de le faire. Ça fait 20 ans qu'on connaît ça, donc ça ne nous étonne pas beaucoup. Mais il est évident qu'en matière de souveraineté, en matière d'indépendance nationale, en matière d'État stratège, évidemment de défense des services publics, évidemment que tout nous a donné raison. Évidemment que la crise nous a donné raison. Mais moi, je me moque d'avoir raison, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, ça ne suffit pas à mon bonheur d'avoir raison. Je me réveille pas le matin en me disant « Ah, j'avais raison ». Non, ce que je veux, c'est que du coup, ça change. Qu'on tire les leçons de ce qu'on a vécu, de la souffrance, du malheur, de la mort, pour précisément arriver à ce sursaut national. Avant 2022, il reste quand même des échéances électorales d'ici là. Les élections municipales, ça approche le second tour. Le Rassemblement national, vous devriez avoir la moitié de vos conseillers municipaux. C'est un peu moins que le maillage territorial que vous espériez, que vous ambitionniez. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous nationalisez le scrutin et tournez vers 2022? Parce que finalement, vous n'en attendez plus grand-chose de ce second tour. Non, j'en attends beaucoup, moi. Pardon, j'en attends beaucoup et j'en attends d'abord l'élection de Louis Alliot à Perpignan, parce que cette ville mérite un homme comme Louis Alliot. Voilà, parce que cette ville est merveilleuse et qu'elle concentre tous les maux, si je puis me permettre, des politiques qui ont été menées dans notre pays depuis des décennies. J'en attends un certain nombre d'autres victoires. J'en attends évidemment l'élection de nombreux conseillers municipaux, parce qu'un certain nombre ont déjà été élus dès le premier tour. Mais c'est sûr que 55% de nos électeurs ne se sont pas déplacés parce qu'ils avaient peur du Covid au premier tour de l'élection municipale. 55%. C'est un moyen pour eux, si vous voulez, de voir, je ne leur jette pas du tout la pierre, parce que tout a été fait, évidemment, pour que les électeurs ne soient pas en sécurité. Ils n'avaient pas de masque. Mais on voit, on touche du doigt, que lorsqu'on ne vote pas, ça a aussi des conséquences. Lorsqu'on vote, ça a des conséquences, et lorsqu'on ne vote pas, ça a aussi des conséquences. Il nous reste peu de temps ensemble. C'est pour ça qu'il faut aller voter le 28. Et j'ai 2 questions encore avant de nous quitter. À Paris précisément, vous avez dit oui, je donnerais plutôt ma voix à Rachida Dati. Comme j'imagine qu'il y a quand même de la stratégie politique en toute chose, qu'est-ce qui sous-tend cette déclaration ? Vous savez, moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Voilà, je ne me sens pas, encore une fois, obligé d'être assigné, vous le savez bien, à un camp de droite ou à un camp de gauche. Quand il m'apparaît qu'un candidat est meilleur que l'autre, quelle que soit sa couleur politique, je peux être amené, effectivement, à préférer l'un à l'autre. Voilà, surtout quand on me pose la question, parce qu'en fait, je ne suis pas électrice à Paris. Bon. Mais voilà, c'est une vision pragmatique. Moi, je pense à l'intérêt des Parisiens. Un signal national envoyé, parler à la droite. Je pense à l'intérêt des Parisiens. Quand j'avais appelé à voter pour un député LR à Mayotte, c'est parce que Mayotte est en perdition et qu'il m'apparaissait qu'il était un des seuls
encore en lice, qui tenait un discours qui était un discours responsable, un discours raisonnable, un discours lucide. Quand je vois ce qu'a fait Madame Hidalgo de Paris, je me dis que, pardon pour Rachida Dati, hein, qu'elle me pardonne cette formule, mais n'importe quel candidat sera meilleur que Madame Hidalgo. Et je pense que l'attention que Madame Dati, en tout cas dans les mots, porte à la sécurité dans la ville capitale et à sa propreté et à son image, eh bien, me paraît mériter, en l'occurrence, de faire un choix. Dernière seconde ensemble, le report des élections régionales, c'est une information du JDD. Le président y réfléchirait pour faire passer d'abord une grande loi de décentralisation. Écoutez, nous verrons bien, pourquoi pas. Moi, vous savez, nous avons... c'était l'époque, la commission Balladur, me semble-t-il. Hein. Il me semble que c'était la commission Balladur qui était chargée de cette réflexion sur l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est essentiel. Hein. C'est d'ailleurs comme ça qu'on réussira à sortir de la crise.